Bonjour, Sa Majesté. Bonjour. Je m'appelle Dr. Catherine Lena Kelly. Je suis vice-doyenne du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Nous sommes ici à Douala avec Sa Majesté Ngo Njeng Christine, épouse Andela, et les chefs traditionnels de la communauté Logmaba dans l'arrondissement de Pouma, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Et parce qu'elle est avec nous, nous voulons lui poser plusieurs questions à propos du rôle des chefs traditionnels dans la sécurité environnementale. Je vais commencer, Sa Majesté, avec la première question. Quel rôle les chefs traditionnels jouent-ils dans la régulation ou la gestion des ressources forestières au sein de leur communauté? Disons que notre problème, notre rôle est d'avoir un rôle de gardien de la ressource, parce que la ressource forestière est sur nos terres. Et donc, on ne la vit pas comme quelque chose qu'on doit gérer, mais d'abord comme quelque chose qu'on doit protéger, parce qu'il faut qu'elle soit là. Et donc, on est les gardiens de ça. Et vous savez que le cas extrême, ce sont les forêts sacrées, dont les chefs sont les gardiens. Et donc, pour nous, vraiment, la forêt, c'est un élément fondamental de la communauté. Une autre question pour vous. Comment les chefs traditionnels peuvent-ils collaborer avec les autorités gouvernementales, la société civile, le secteur privé ou d'autres parties prenantes pour renforcer ces efforts de lutte contre l'exploitation forestière illégale qui sont déjà en cours? Il faut d'abord savoir que la chefferie est gérée par le fameux décret 77 qui définit très clairement quel est notre rôle en fait sur le plan social, sur le plan communautaire, mais également sur le plan justement du développement. Et donc nous avons trois rôles fondamentaux. Le premier rôle d'abord, c'est la cohésion sociale. Le deuxième rôle, c'est le développement socio-économique de notre communauté. Et le troisième rôle, c'est le respect, c'est-à-dire la connaissance, la formation de nos communautés en matière de connaissance des lois et règlements de la République. Ça, souvent, les gens ont tendance à oublier qu'on a ce rôle-là, de faire en sorte que nos communautaires soient des citoyens, c'est-à-dire des gens qui savent quel est le corpus législatif, du moins de manière, peut-être pas, on ne va pas devenir des spécialistes, mais qui sachent quand même qu'il y a des différentes choses qui sont réglementées. Et dans le cas présent, par exemple, toutes les questions d'environnement, de forêt, de pierres, moi, ma communauté, c'est la fameuse communauté où vous voyez toutes les pierres qu'on vend. Oui, c'est ça ma communauté, toutes les pierres qu'on vend sur le bord de la route, où je mène une grosse activité de sensibilisation pour dire non, mais il y a une législation en matière des mines. Bien sûr, on tolère en ce moment que vous fassiez comme ça parce que pour des raisons économiques, on comprend bien que les populations en vivent, mais qu'il faut quand même un minimum d'organisation et d'institutionnalisation de notre intervention sur cette matière pour que nous ne soyons pas des hors-la-loi. Donc, pour répondre à votre question, je crois que cet exemple me permet de répondre directement à votre question. Nous sommes là effectivement pour faire en sorte que nos communautés ne soient pas laissées sur le côté. C'est-à-dire que s'il y a une thématique aussi importante que celle-ci, il faut une sensibilisation. Personnellement, j'ai organisé déjà 2 journées économiques de ma chefferie sur les ressources naturelles. Oui, parce que là, les ressources naturelles, indépendamment, je ne savais pas qu'il y aurait jamais cet atelier. Ça fait plus de 4-6 ans que je fais ces journées économiques. Donc, effectivement, la connaissance des textes, les lois et textes de la République permet aux chefs traditionnels de faire en sorte qu'il y ait le lien entre les autres acteurs de la société et sa communauté. Donc ça, c'est très, très, très important. Et ne pas le faire, c'est courir le risque d'avoir des communautés marginalisées. Une question qui suit ce que vous venez de décrire, Sa Majesté. Comment la chefferie traditionnelle, comment est-ce que vous équilibrez les besoins économiques de votre communauté, tels que les revenus du bois ou des pierres précieuses,
avec les avantages environnementaux de la préservation des forêts. Oui, je dois d'abord vous dire que, en fait, sur un plan purement théorique, on pourrait imaginer que les populations, disons les communautaires, perçoivent les retombées du commerce du bois. C'est une vue de l'esprit, sauf si on prend en considération la question des forêts communautaires. Les forêts communautaires, à un moment donné, ont été une réponse à cette question où on se disait gestion par les communautés, gestion durable de la ressource, gestion raisonnée avec la participation des sociétés. Mais c'est un processus qui est en train de s'essouffler. Le processus des forêts communautaires. Je vois par exemple en ce moment, moi je suis seulement dans le processus de demander ma forêt communautaire. Et dans tout l'arrondissement, ma chefferie est la seule à avoir jamais fait cette démarche. Et nous sommes en train de sensibiliser les autres chefs traditionnels pour qu'ils adhèrent à cette démarche. Donc effectivement, si on a un appui pour que la question de la forêt communautaire soit d'abord revue, qu'on voit si le texte était vraiment aussi pertinent, qu'on voit, qu'on apprenne, n'est-ce pas, les leçons apprises de la gestion de ces forêts communautaires. Est-ce que cela donnait de la richesse, améliorer les conditions de vie des communautés? Je ne parle pas des chefs, parce que dans chaque chose, vous avez des problèmes de gouvernance. Donc vous pouvez avoir des chefs qui se soient bien tirés d'affaires avec les revenus de la forêt communautaire et rien du tout par rapport à leur communauté. Ça, ce sont des problèmes de gouvernance interne qu'il nous faut adresser en tant que chef traditionnel aussi. Et est-ce qu'il y a des exemples où les chefs traditionnels ont réussi à réduire l'exploitation illégale des forêts dans leur communauté? Oui, oui, oui. Vous savez, depuis un certain temps, la Comifac, par exemple, a fait un énorme travail avec certains réseaux de chefs. Ainsi que certains partenaires comme l'Union européenne, comme par exemple la GIZ et vous maintenant. Et donc, à travers des caucus, à travers des plaidoyers bien ciblés, vous savez qu'on a réussi quand même à faire évoluer un petit peu la législation en termes de contribution des communautés à l'exploitation forestière. Ce n'est pas suffisant parce que les réseaux sont toujours là. Ce n'est pas suffisant. Il faut continuer parce que c'est vraiment un fléau. C'est vraiment un fléau. Moi, par exemple, en 13 ans que je suis chef maintenant, je peux vous dire que j'ai perdu pratiquement toute la forêt. Et surtout que les campagnes de reboisement ne suivent pas. On ne devrait avoir aucun problème si, par exemple, les exigences des cahiers de charges en matière de reboisement des forêts étaient respectées. Mais sauf si vous prenez le cas des zones d'aménagement, les EFA, sauf si vous prenez ces cas extrêmement peu nombreux, par exemple dans la région de l'Est, encore que même là, il y aurait beaucoup à dire, eh bien, on enlève la ressource, mais on ne la replante pas. Et là, les campagnes de reboisement doivent être une obligation. Et nous, les chefs, nous devons porter cette campagne de reboisement en collaboration, par exemple, avec les institutions qui font dans les pépinières des forêts, comme les écoles des eaux et forêts, etc. On doit absolument avoir une collaboration avec ces structures-là pour que le reboisement soit un impératif de l'exploitation forestière. Et une question finale pour vous, Sa Majesté. Sur quel ensemble des questions ou des solutions, pistes de solutions, est-ce que les chefs traditionnels et le Centre d'études stratégiques de l'Afrique pourraient-ils collaborer pour obtenir un impact maximal dans ce domaine? Laissez-moi d'abord vous dire, docteur, que j'ai énormément apprécié l'atelier auquel je suis en train de prendre part. Parce que non seulement on apprend beaucoup de choses en matière de criminalité forestière, son impact au niveau du développement des communautés, ça freine véritablement le développement des communautés sans qu'on soit sûr que les retombées même du commerce du bois en tant que tel puissent être capitalisées au niveau des budgets nationaux et qu'on puisse savoir que
du fait de ce commerce, voici exactement ce qu'il en est au niveau du bien-être des communautés. Je crois que là, il y a des études, des choses, des documents, des informations à récolter, à vraiment, pour faire le lien entre c'est-à-dire finalement, le départ de notre ressource vers l'Asie ou vers l'Europe et l'appauvrissement des communautés. C'est un scandale. Et donc, je pense que votre institution est extrêmement stratégique pour nous, dans la mesure où nous pouvons collaborer effectivement au renforcement d'abord des capacités des chefs pour bien comprendre les enjeux de la forêt et de son exploitation, de quitter uniquement de la posture de celui qui protège sa forêt, parce que là, ça nous frustre énormément, puisque nous sommes en train de la protéger, mais on nous la prend sans nous demander notre avis. Donc, il faut qu'on quitte de cette posture, on la fasse un petit peu évoluer vers la posture justement de gens qui comprennent les enjeux et qui ne peuvent pas être facilement trompés par les exploitants forestiers qui viennent en catimini avec souvent des faux documents. On n'est pas informé, ils viennent et s'installent et commencent à prendre notre voix, on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc je pense qu'il y a une collaboration à ce niveau-là, au niveau du renforcement des capacités. Il y a une collaboration au niveau, il nous faut vraiment un programme. Il nous faut vraiment un programme. Il faut que ce programme ne soit pas simplement un petit saupoudrage, que ce soit véritablement un programme porté par les chefs traditionnels. Et je vous dis, on a 3 grands réseaux sous la main des chefs traditionnels pertinents pour la question qui nous réunit ici. Nous avons la chance d'avoir le réseau des femmes chefs traditionnels du Cameroun, le FECTRA, qui est un réseau extrêmement puissant et qui peut nous permettre de ne jamais perdre de vue la question genre dans la forêt. Nous avons le RECTRA qui travaille énormément avec le commissaire, j'en ai encore discuté avec M. Saoubou dans la salle, et qui travaille énormément sur les questions justement de l'implication des communautés. Et nous avons le réseau des chefs traditionnels de l'environnement, le RECDEFIL, qui lui regarde justement toutes les questions d'environnement et de finances locales. Donc au moins là déjà en termes de structuration, nous avons 3 choses dont nous sommes sûrs que si nous les avons comme acteurs institutionnels, ça peut nous permettre vraiment d'avancer de manière organisée et structurée dans cette collaboration. Donc ce n'est pas un champ comme ça, chaotique, c'est un champ d'acteurs organisés. Bien sûr. Alors, je vous remercie, Sa Majesté Ngo Jane Christine, épouse Andela, d'avoir pris le temps de parler avec nous au César. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous ici à la table ronde de Douala parce que les communautés forestières, les chefs traditionnels doivent être prises, comme vous avez remarqué, comme acteurs égaux, épaule à épaule avec les FDS, avec les agents de l'État, des eaux et forêts et les autres qui ont été parmi nous ici. Je vous remercie, docteur, que nos ancêtres vous entendent. Merci. Et je suis sûre qu'ils vous ont entendu.